S'il y a bien un point que j'aime dans l'animation, pas forcément japonaise, ce sont les crossovers. J'aime aussi les références en tout genre, surtout quand c'est des références à mes animés préférés ou des JoJo références. Après, qu'on se mette d'accord sur le principe, ça sert pas souvent à grand chose de faire un crossover entre deux œuvres. Mais certains cas sont bien exploités. Un des crossovers que j'adore et qui n'est pas dans l'animation japonaise, c'est l'épisode des Totally Spies où Martin Mystère apparaît. Cet épisode est génial en plus d'être ultra drôle. D'ailleurs, je crois qu'il y avait eu un truc similaire dans les Spy Z. Vous vous souvenez des Spy Z? Et dans l'animation japonaise, j'en ai présenté, genre la période Owarinari Rasen no Monogatari, Anime Time 98. Pour rappel, j'en ai parlé parce qu'il y avait un crossover avec Higurashi no Nako Koroni. Mais c'est pas le seul, on peut parler de Toaruma Jutsu no Index Tan, ou Shana de Shakugan no Shana apparaît, ou de Toradora SOS aussi avec le crossover Shana Taiga Louise. Et c'est pas le dernier crossover dont on va parler. Un de ces quatre, je vous présenterai Tokyo ESP. Mais pour aujourd'hui, on va parler plus qu'un simple crossover. On va parler de ce qu'il se passe lorsqu'on pousse le concept à son paroxysme. Bonsoir et bienvenue pour ce 198e épisode d'Anime Time. Plus que 2 et nous serons au 200. Ça m'aura pris 6 ans et au total 175 épisodes depuis le 23e épisode d'Anime Time et 3 ans précisément depuis que je veux vous en parler. Mais voilà, je peux enfin vous parler de l'œuvre si particulière qui est Isekai Quartet et également des problématiques qu'elle soulève. C'est parti. La présentation d'Isekai Quartet va être vraiment rapide pour le coup. À vrai dire, l'œuvre en entier va l'être. Mais pour l'instant, concentrons-nous au moins sur son origine. Isekai Quartet est un projet de série parallèle à plusieurs œuvres. Œuvres que la Kadokawa Corporation a produit ou licencié. Alors vous devez sûrement avoir l'impression que le nom Kadokawa revient souvent. C'est normal. Kadokawa possède pas mal de sociétés connues comme par exemple Spike Chunsoft, via sa filiale Wango, ou encore Bookwalker. Même à l'international par exemple avec Yen Press qui à la base appartenait à 51% à Hachette. Mais en fait je me suis rendu compte que pas mal d'éditeurs américains de manga ont dans leurs actionnaires de grandes sociétés japonaises, ce qui n'est pas le cas en France, et ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines œuvres mettent tant de temps à nous parvenir. Mais je vais y revenir. Isekai Quartet a été réalisé et scénarisé par Minoru Ashina et diffusé entre 2019 et 2020. Actuellement, Isekai Quartet comporte 2 saisons de 12 épisodes d'une dizaine de minutes, et également un film, Gekijobon Isekai Quartet Another World. Pour ce qui est d'une hypothétique saison 3, il y a des tweets, mais rien de concret jusque-là. Juste la fin du film qui laisse supposer d'une suite quoi. Mais revenons-en aux œuvres d'Isekai Quartet. Comme le laisse bien paraître le titre, elles sont évidemment au nombre de 6. Et ouais, je sais. Konosubarashi Sekai ni Shukufuku Anime Time 23, Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu Anime Time 74, Yojo Senki Saga of Tanya the Evil Anime Time 127, Overlord Anime Time 168. Ce sont les œuvres dont on retrouve les personnages importants dans la saison 1. Et dans la saison 2, on retrouvera aussi Tate no Yusha no Naegari ou The Rising of the Shijiro Anime Time 181 et Shinsho Yusha Kono Yusha Gaore Tue Kuseni Shinsho Sugiru Anime Time 197, même si on ne voit que peu les personnages de cette œuvre. Ironiquement, toutes ces œuvres sont éditées ou licenciées par Kadokawa ou l'une de ses filiales. Et ça traduit plusieurs choses, principalement qu'Isekai Quartet est un pur fruit du marketing. Mais on en reparlera plus tard, puisque vous pensiez qu'on allait suivre un de nos héros pendant cet animé? C'est mort, on va suivre des putains de chibi. Non mais ces abrutis ont fait un chibi de Tanya Degrechauf. Tanya, putain de Degrechauf. Vous avez lu l'intitulé de votre job à l'envers? Au début de l'animé, nous retrouvons Aqua et Kazuma. Et cela dans une situation banale de leur monde. En parallèle de ça, littéralement, puisque c'est dans un autre monde, les Minimoys de mon manga font un rapport sur les étapes de développement du royaume sorcier. En apparence, on parle de 2 événements totalement normaux de ces 2 mondes. Je veux dire, Kazuma a toujours été un énorme flemmard, extrêmement con. Heinz a toujours eu une petite vision mégalomaniaque de sa personne et de son pouvoir, enfin bref. Mais il y a un événement qui a tout fait basculer. Un moment inopportun où nos héros ont changé à jamais le cours de leur vie par la pire action envisageable pour l'humain et pour le vivant. Enfin, mort-vivant plutôt. Cette action, c'est appuyer sur un énorme bouton rouge. Comment aurait-il pu savoir que ce dernier était dangereux? Jamais j'aurais deviné. Je confirme, mais quelle surprise, mais attendez les scénaristes du monde entier avant d'être en sueur parce que c'est pas fini. Comment ont-ils pu se faire avoir aussi facilement avec leur gros cerveau et leur QI supérieur à la moyenne d'un nouveau-né? Je vois l'interrogation sur vos visages d'ici. Eh bien, dans le cas de nos 4 comparses de Konosuba, leur génie leur a fait prendre conscience du danger que pouvait représenter cet objet. Et bien que Darkness ait voulu tenter de se donner corps et âme à ce danger, ils ont décidé de discuter des dispositions à prendre vis-à-vis du Megumi n'a appuyé dessus. Mais du côté des non-morts, c'est encore pire puisque ce vicieux bouton ne s'est révélé vraiment qu'au dernier. C'est assis dessus. Et l'effet de ce bouton va encore plus vous mettre en sueur. Nos abrutis de comparses de Konosuba et d'Overlord vont se faire aspirer dans un vortex. Et lorsque ces derniers réouvrent les yeux, ils sont dans la cour d'une école. Au même endroit, genre, t'as Heinz à 5 mètres de Kazuma. Donc là, vous avez des persos qui se sont fait isekai dans un autre monde, puis qui se font re-isekai
Les types se font isekai d'eau carré, tout va bien. Et là encore ça va, parce que dans le film ils se font isekai d'eau cube. Vous vous doutez bien que pour Kazuma, Aqua, Megumi, Darkness, Heinz, Albedo, Demiurge, Shaltyr, Cocytus, Maria et Aora, la situation est quelque peu impensable. Surtout qu'on sait que genre, la déesse en carton là, elle est en face de ses pires ennemis, les non-morts. Mais c'est pas ça le pire en plus. Le pire, c'est quand un autre personnage random qui n'a absolument pas l'air de sortir de Yojo Senki leur crie dessus en leur disant que les cours vont commencer. Et donc là, tu comprends quelque chose à ce qui se passe. Ouais, j'ai absolument aucune idée de ce qui se passe, mais tranquille, on va faire comme si je savais. Devant tant de prestance de la part d'un type qui ne sort absolument pas de Yojo Senki, l'ensemble des groupes de Kazuma et de Heinz se rendent donc en classe. L'un c'est un businessman, l'autre c'est un mort-vivant mégalomane, mais les deux ils décident quand même d'écouter l'autre vieux crouton et d'aller s'asseoir sagement en classe, normal. Et devinez qui on va retrouver dans cette putain de classe? Le 203e bataillon magique de l'Empire de Yojo Senki. Et donc, le chibi de Tanya Degretschau. Mais aussi Subaru, Rem, Ram, Paku, la référence pas subtile à Umineko, et aussi l'autre paillasson qui commence à peine à être appréciable pendant la saison 2. Mais autant, si on partait juste sur ça, ça irait. Je vous ai dit qu'Isekai Quartet était un slice of life, parce que là, ce que ça veut dire, c'est qu'on va suivre les personnages de Konosuba, Re:Zero, Yojo Senki, Overlord, puis dans la saison 2, ceux de Shildiro et de Koshushiru en plus, et c'est tout. C'est tout. Et vous pouvez évidemment aller découvrir la pure débilité que ce sera en allant regarder Isekai Quartet par vous-même. Mais vous savez c'est quoi le problème? Là le problème c'est que sur le papier, Isekai Quartet est excellent, tant sur sa réalisation que sur le concept. Déjà, passons sur le concept. C'est quand même un peu stupide de prendre 4 grosses pointures du Isekai et 2 moyennes derrière pour créer une série qui va se baser sur de la tranche de vie. C'est stupide, mais si le but ça avait été de conjoindre les 6 univers différemment pour les faire évoluer, autant conserver 6 œuvres différentes, non? Et c'est super bien exécuté dès le début. On nous sort les chibis pour unifier les styles, et ça même au moment où ils sont dans leurs propres univers, ce qui permet de donner de l'identité à l'œuvre et ce qui amène la situation présente dans l'animé. Enfin, qui amène le comique. On crée aussi des interactions qui pourraient quand même paraître logiques entre les différents personnages via leurs différentes intrigues, sans toucher directement à ces dernières, et de fait en laissant leurs œuvres respectives à cette tâche. C'est pas un concept débile, et c'est même un concept surutilisé dans l'animation japonaise que de faire ça. On peut prendre en exemple Hero Manga Sensei, Anime Time 72, et Ore no Imoto, Anime Time 112. Rappelez-vous de ce qui se passe dans le dernier épisode d'Hero Manga Sensei avec Kirino. Bref, le concept est bien, c'est cool, mais ça, c'est seulement pour le bon. Si on passe à la brute, vous allez vous rendre compte que c'est un petit peu moins sympa. La brute, c'est qui? Eh bien, la brute, c'est le capitalisme, et je vous jure que je ne rigole pas. Le problème avec Isekai Quartet, c'est que ce n'est qu'un pur animé marketing. Il n'est fait que pour satisfaire les fans des licences qui y sont impliqués. Et c'est tout autant une mauvaise chose qu'une qualité. On s'attendrait, à minima, qu'il y ait une vraie intrigue parallèle développée aux intrigues des œuvres. Mais c'est pas le cas, tout du moins avant le film. Comment, avec des œuvres qui ont individuellement défoncé tout le genre des Isekai, on arrive, en les mélangeant, à un résultat aussi médiocre? Eh bien, c'est parce que le but n'était pas de prendre des risques. La preuve en est qu'ils ne font rien avant le film. Il n'y a que le film d'Isekai Quartet qui se détache, qui tente quelque chose. Bien que, oui, limité par les œuvres qu'il reprend, mais c'est déjà mieux que rien et c'est très bon pour un film d'1h30. Mais revenons à nos discussions sur les animés classiques. Est-ce qu'on peut considérer que Konosuba, que Re:Zero, que Yojo Senki, qu'Overlord, que Shildiro ou que Koshushiru sont des classiques? Non, le plus proche ici c'est Overlord, mais comme je vous l'ai expliqué, il manque un classique à ce genre, il manque un classique au Isekai. Sword Art Online n'en est pas un. Il n'a pas l'attrait qu'on attendrait d'un classique. Et il n'y a pas eu de différence claire entre les Isekai pré-SAO et post-SAO. C'est pas comme si on n'avait pas parlé de Girls Bravo, Anime Time 83 par exemple, qui est un Isekai, enfin à peu de choses près, ou de Zero no Tsukaima, Anime Time 20 et Anime Time 105. Vous voyez beaucoup de différences avec ce que j'ai cité? Non, voilà, il est là le second problème avec Isekai Quartet. Vous trouvez ça normal qu'on puisse intégrer aussi facilement des personnages de 6 séries différentes? Même si je vends particulièrement Yojo Senki, est-ce que ça veut pas dire que, comme les autres, il est trop proche des autres? Que le concept et surtout l'exécution de ce dernier n'est en rien original? Je vais vous faire comprendre un truc vraiment. Quand je regarde un Isekai, j'attends toujours la même chose. Qu'on me parle de créativité, d'originalité, d'idées. Ok, Shaim, si tu veux. Non, vraiment, on peut caler 6 pointures des Isekai dans une même école simplement parce qu'aucune de ces œuvres n'est disruptive. Parce qu'absolument aucun Isekai n'est disruptif. C'est le gros problème justement des Isekai. Depuis le temps que ça se fait, aucune œuvre n'a réussi à être disruptive. Et même si vous cherchez, vous verrez que ça ne fera jamais consensus. Par contre, Madoka Magica fera consensus vu le nombre d'animés qui ont suivi, dont j'ai parlé dans cette émission et dont je vais encore parler dans cette émission. Même le genre des idoles dans lequel je me complais dans son manque flagrant d'innovation arrive à se démarquer. On en a parlé avec AKB 0048 Anime Time 90, mais tout le monde s'en fout parce que le concept est redevenu basique en 8 épisodes. Pareil pour Backstreet Girls Goku Doll Anime Time 91, mais parce que là c'est trop loin qu'on se fait de l'image même d'un anime d'idole. Même chose avec
Zombieland Saga, Anime Time 121. Et là, j'ai pas l'impression que le public qui a apprécié Zombieland Saga soit le public qui regarde des animés d'idoles. Par contre, on peut parler d'Oshinoko. On peut parler du fait qu'un animé centré sur une idole a fait top 1 My Anime List. Ça au premier épisode et sans dire pardon. Mais pour les isekai, rien, que dalle, zéro, niet, nada. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que le genre des isekai ne devrait pas être un genre. C'est ça le problème des isekai. Si un isekai se devait d'être destructif, comment faire? Téléporter le vilain? Déjà fait, pas sûr que ça marche. Partir à revers en suivant les dieux? Pas mieux. Vous pourrez chercher autant que vous voulez, mais le prix à payer pour qu'un isekai soit destructif, c'est que ce ne soit pas un isekai. C'est, selon moi, bien le point de l'existence d'Isekai Quartet. La seule chose possible avec 4 puis 6 séries d'isekai, c'est d'envoyer les personnages de ces dites œuvres dans un autre monde et rien d'autre. Isekai Quartet est bien, mais c'est la manifestation même de l'enlisement du genre des isekai. Et ça, dans un schéma qui va les perdre. Le problème, c'est que le désintéressement global qui va s'opérer sur ce genre dans les futures années risque bel et bien, en fait, de tous les enterrer. Le seul truc que j'espère pour vous, c'est qu'à ce moment-là, vos isekai favoris seront finis. Sinon, croyez-moi, il y aura beaucoup de Mao Senso dans quelques années. J'espère que ce 198e épisode d'Anime Time vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!